Belaïli pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lesmelou. Vous parlez avec Lorenzi qui est là, le directeur sportif, il est là, vous parlez avec lui. Moi je parle pas de Fèvre. Une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur, la deuxième, elle est rentrée. C'est tout, c'est tout. Gendouzi l'application, le drapeau, Gendouzi la frappe, la reine de Bizot, et le coup de passe devant Kyrgios Milik de Lyon-Brassier. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, Brestoise, 4110 jours désormais que Éric Roy est invaincu en Ligue 1. Bienvenue pour cet épisode numéro 85 de Brest On Air où évidemment je suis rejoint par Yann Efanche. Comment allez-vous messieurs ? Très bien, très heureux d'être avec vous pour cet épisode qu'on peut appeler Nos excuses à Éric Roy. Hein, Et oui, nous pas d'autre avons mot. tous les menottes, hein Fanche ? Bonjour tout le monde. On va attendre un petit peu quand même avant de voir, mais effectivement, c'est un petit peu mieux, un petit peu plus agréable de suivre le Stade brestois en ce moment. Et globalement, on le sent, hein, je ne sais pas si vous parlez un peu à Stade Brestois. Alors Yann, tu n'as peut-être pas trop l'occasion, toi, en direct, on va dire, de parler Stade Brestois, mais on sent que depuis un mois, en tout cas, c'est plus agréable de parler de Stade Brestois. Les gens, les discussions sont un peu plus animées et c'est quand même beaucoup plus sympa de suivre le Stade Brestois et d'en discuter, quoi. Hein. Je ne sais pas si toi tu le fais peut-être au boulot, Fanche. C'est vrai que, un petit peu, c'est vrai que souvent avec les enseignants d'EPF, c'est vrai que de discuter un peu de foot, et c'est vrai que là, bon, les mines sont un petit peu plus réjouies, on va dire, même si, comme je disais tout à l'heure, évidemment, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, mais on voit des choses un petit peu plus positives, et on a plus de plaisir à discuter des matchs que sur la période, effectivement, avant la Coupe du Monde. Et après, ça change pas grand-chose. Bon, en classe, passe pas ma vie à parler du stade, évidemment. Je note une évolution également, en effet. Et Au même moins, il y a de même l'espoir. dans la presse, dans les commentaires généralistes autour du foot, voilà, c'est plus le Stade Brestois a encore perdu. C'est finalement, je sais pas, par exemple, un média va parler de Lens, on va parler d'une équipe de Brest qui est solide, d'une équipe de Brest qui a été solide à Lyon, et ça fait plaisir aussi à entendre. C'était l'une des promesses, hein, finalement du nouvel entraîneur que Brest devienne une équipe chiante à jouer. Et effectivement, on va en discuter, hein, de cette arrivée, de ce premier mois d'Éric Roy à la tête du Stade brestois. Et évidemment, on va décliner sur quelques sujets comme notamment le mercato. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Et évidemment, les quelques semaines qui arrivent avec des matchs importants et des matchs difficiles aussi qui arrivent du côté du Stade brestois. Éric Roy, désolé monsieur Éric Roy. Tout d'abord, présentons nos excuses. Hein, évidemment, si vous écoutez le podcast précédent, on passe pour des neuneux, mais on est content presque de passer pour des neuneux. C'est vrai que la surprise est bonne de ce premier mois d'Éric Roy à la tête du Stade brestois. On ne s'y attendait pas à un changement, on va dire, tant au niveau de ce qu'on voit sur le terrain que il y a pas mal de personnes qui notent sa communication qui est plutôt sympa. Il a la petite écharpe du Stade brestois sur le banc. C'est globalement un premier mois très réussi pour Éric Roy, et évidemment, comme je le disais en introduction, il est toujours invaincu en Ligue 1 depuis... c'est un record, je pense. Alors, moi, je suis d'accord avec ton introduction, mais si on écoute bien le podcast précédent et lorsqu'on avait donné nos avis sur son recrutement, c'est pas vraiment lui qu'on remettait en cause, en fait. C'était plutôt le décalage entre son recrutement, le fait d'aller chercher Éric Roy, et ce qui avait été annoncé dans la presse pendant 3 mois, c'est-à-dire de prendre un entraîneur jeune qui avait des idées nouvelles, qui ne correspondait pas du tout dans le profil d'Éric Roy. Alors en soi, on avait évidemment émis des doutes sur la capacité de Roy, après presque 10 ans sans activité, ou un peu plus, de reprendre une équipe professionnelle. Je pense que c'était tout à fait normal, et je pense d'ailleurs que tout le monde avait des doutes. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui me dit c'est le meilleur choix possible, bravo Lorenzi, c'était l'entraîneur qu'il fallait. Alors peut-être que c'est l'entraîneur qu'il faut, je ne sais pas, on le verra, mais c'était plutôt le décalage entre le discours qui était annoncé et tenu que sur les capacités d'Éric Roy. Mais après, je te rejoins complètement. Moi,
peux pas dire que j'étais favorable en tout cas à ce recrutement dans la mesure où j'espérais mieux comme profil. Mais je dois reconnaître que pour l'instant, le boulot est très bien fait de sa part. Tu as parlé de communication, qui pour l'instant, je trouve qu'il a tout bon lorsqu'il s'exprime. Il montre de l'intérêt pour le club, même s'il est là que pour une petite pige. Tu disais, le simple fait de mettre une écharpe, c'est peut-être anodin, mais pas tellement. Je pense qu'il veut reconquérir un petit peu les supporters pour défendre son groupe, etc. Et ça, c'est intelligent, chose que Derzakarian n'a jamais fait en 1 an et demi à Brest. Et effectivement, voilà, c'est pour l'instant un mariage qui commence bien. Ça fait que 5 matchs, mais c'est bien parti. Oui, après, si on revient précisément, notamment sur l'entretien avec Sky, on avait eu ce discours disant que pour une mission commando, pourquoi pas. Donc pour l'instant, c'est le cas. Moi, ce qui me surprend, c'est la vitesse à laquelle c'est allé, c'est-à-dire en l'espace de 2 semaines. On a eu. Alors, c'est les mêmes joueurs, il y a toujours les mêmes limites, c'est pas toujours très beau à avoir joué, mais un état d'esprit totalement transfiguré, et puis on sait défendre maintenant, quoi. C'est tout con, hein. Mais voilà, dans l'attitude, ça change tout, et ça a été très très vite. C'est surtout ça qui me surprend. Là où je pensais qu'on souffrirait pendant longtemps, surtout que le calendrier était un peu pourri. Là, on arrive au moment où on va avoir des matchs cruciaux, et on arrive avec un Brest en confiance, qui certes n'est pas forcément très beau, mais qui sait ce qu'il fait, et qui l'on peut espérer bien finir la saison. Oui, c'est ça, c'est un Brest qui sait ce qu'il fait, alors qu'avec Michel Derzakarian, c'était un Brest qui ne savait pas vraiment ce qu'il savait. Enfin, c'était une équipe vraiment qui ne savait pas faire grand-chose déjà, et puis qui ne savait pas vraiment où elle allait. Il n'y avait pas de ligne directrice. Et lorsqu'il était interrogé en conférence de presse, Derzakarian, c'était généralement il faut mettre de l'intensité dans les duels, il faut gagner les matchs. Bon, bref, c'était zéro. Écoutez, c'était nul. D'ailleurs, je pense que si on regarde les chiffres d'écoute des conférences de presse du stade sur YouTube, entre celle d'Éric Roy, d'Aloglio ou celle de Derzakarian, on verra bien que Derzakarian, à la fin, il devait un petit peu gaver tout le monde. Et je pense que son discours était vraiment, vraiment dépassé. Alors, curieusement, on va le retrouver ce week-end, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais Éric Roy apporte un petit peu cette fraîcheur-là, je pense, pour les supporters, mais je pense également aux joueurs. Quand tu vois un gars comme Franck Honora qui défend comme un mort de faim, alors qu'il était quasiment jamais, il ne revenait jamais défendre avec Derzakarian sur la fin, tu te dis que il s'est passé quelque chose, quoi. Oui, alors attention, sur la forme, il y a eu un grand changement. Après, dans le fond de la communication, Éric Roy, on sent que le plan de jeu, c'est pas non plus quelqu'un qui a révolutionné le football, mais c'est ce dont on a besoin. Oui, c'est ça, ouais. Il y a aussi un côté un peu négatif dans ce que tu as dit, Yann, c'est l'attitude des joueurs. Comment ça se fait que ça a changé aussi vite? Est-ce que les joueurs ne se rendaient pas compte de la situation dans laquelle ils avaient mis le club depuis le début de saison? Mais c'est vrai qu'en 2 semaines, tu l'as dit, même on va éviter, on va enlever le match contre Avranches, le premier d'Éric Roy, mais ça a enchaîné très vite avec un match contre Lille, où tout de suite on a senti une différence entre ce qu'on voyait avant et la nouvelle ligne directrice avec Éric Roy. Et tout de suite, on a senti des joueurs différents, et ça, c'est quand même pas normal de le voir. Donc, les joueurs aussi ont une part de responsabilité assez importante, et on se dit aussi que c'est pas. Alors, il était évidemment fautif, mais Michel Derzakarian n'était pas non plus totalement dans le faux, et les joueurs ont clairement une part de responsabilité et un manque de remise en question qui est quand même assez inquiétant pour un effectif de professionnels, quoi. D'autant que c'est pas la première fois qu'on a ça, excuse-moi Yann, c'est parce qu'avec Dalloglio sur la fin, les joueurs visiblement ne souhaitaient plus non plus poursuivre l'aventure avec lui. Avec Derzakarian c'était le cas, Furlan pas du tout, parce que lui il avait ses hommes. Mais sur les deux derniers coachs, donc Dalloglio et Derzakarian, ça s'est plutôt mal fini avec le vestiaire. Généralement ça se finit mal avec la direction ou avec manque de résultats, point barre, manque de résultats, exactement. Là c'est vraiment avec le vestiaire qui semblait avoir une fracture dans les deux cas. On se souvient très bien de la fracture entre Dalloglio et l'ancienne bande à Furlan, entre guillemets, les Charbonnier, l'Arseneur, etc. Et là finalement également avec certains joueurs importants, certains joueurs cadres, Steve Mounier qui revit du jour au lendemain après l'éviction de Derzakarian. Bon, pas à moi, quoi. Voilà. Et d'ailleurs Mounier s'exprimait dans le Télégramme et il disait des choses assez intéressantes. Je cite, il apporte sa pédagogie, explique bien les choses, le juste milieu entre Olivier Dalloglio et Michel Derzakarian. C'est intéressant à lire, je trouve. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort aussi de l'extérieur. C'est quelqu'un qui est assez proche des joueurs, mais qui a des limites assez nettes. Et on va dire que
entre guillemets copains sont restés, mais il y a quelqu'un qui met un cadre autour de cela, et c'est quand même plutôt agréable, hein. C'est aussi bien d'avoir quelqu'un qui a son diplôme. Je pense que ça offre aussi des possibilités, quelqu'un qui sait comment gérer une équipe, comment gérer un effectif, qui comprend ce qu'il a à faire. C'est vrai que, évidemment, Lachuer et Bourgis ont été mis là en tant qu'intérimaires. Bon, pas leur jeter la pierre, mais c'est pas facile, hein, évidemment, de gérer un effectif professionnel, de donner une ligne de conduite, de match après match, essayer de faire d'autres séances, etc. Donc là, vraiment, Eric Roy, déjà c'est pas mal, c'est intéressant. Et tu parlais de Pigiane, on va devoir se poser la question si jamais ça continue dans ce sens, est-ce qu'il sera gardé pour davantage qu'une pige de 6 mois? Parce que c'est vrai que moi, personnellement, bon, au début, j'étais pas pour. Il y a notamment un entraîneur qui s'est fait virer du côté de Strasbourg, qui pourrait intéresser le Stade Brestois. J'imagine qu'il intéressera d'autres équipes, mais personnellement, en tout cas, j'étais pas chaud pour voir Eric Roy continuer l'année prochaine quand il est arrivé. Mais là, pourquoi pas, hein. Si jamais ça continue dans ce sens, si jamais ça continue de progresser, parce qu'on voit, c'est ce qui est agréable, c'est aussi de voir une progression depuis qu'il est arrivé. Les matchs sont de mieux en mieux, il commence à un peu y avoir du football, c'est sympa, donc évidemment on va attendre, hein, mais la marée est en train de tourner, on va dire. Oui et non, dans le sens où on a quand même. Enfin, c'est dur de se projeter sur le long terme parce que certes, on aime bien ce qu'on voit, mais on voit très clairement que c'est quelque chose qui est pensé comme une mission commando. Il n'y a pas de volonté de développer les joueurs, il n'y a pas de volonté de développer un projet. Et Eric Roy le dit très bien match après match. Le but, c'est de prendre des points et c'est tout. Il n'y a pas de vision de long terme. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Yann, sur la question du projet. Et je trouve un peu regrettable que 4 ans après notre montée en Ligue 1, on soit encore à se chercher à ce niveau-là. Normalement, quand tu montes, généralement, tu t'appuies un petit peu sur le socle qui a permis à l'équipe de monter. On l'a vu, hein, ça. Généralement, les équipes qui montent ne descendent pas l'année qui suit. Alors, c'est pas une vérité vraie, mais il y a quand même des exemples qui le prouvent. Et ensuite, généralement, tu bascules sur un autre projet. Et c'est, je trouve, cette bascule-là que le Stade Brestois n'a pas réussi à faire depuis 2 ans à peu près, où finalement, il y a eu la période d'Erzakarian, où on a fini 11e, c'est très bien. Et vraiment, cet été, je trouve qu'on a raté un peu le virage. On s'était dit, Quentin, on en avait parlé tous les deux, on s'était même dit, qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine? Est-ce qu'on peut viser un top 10? Est-ce que le club est en train de progresser? Et finalement, on a bien vu que cette saison, le projet, il n'était pas très très clair. Alors, Eric Roy pour une mission comme ça de 6 mois, pourquoi pas. Après, quel est le projet derrière? Quand tu recrutes des mecs comme Loïc Rémy, on en parlera tout à l'heure, c'est pas non plus un projet d'avenir. On est vraiment, je pense, là dans l'urgence. Il faut sauver le soldat Stade Brestois. Il y a 4 descentes. On est juste au-dessus en ce moment, alors on parle de la zone de relégation. Peut-être que dimanche soir, on sera dedans. Il y a urgence. Et à mon avis, pour l'instant, on réfléchit à court terme à Brest. Et le projet long terme viendra dans un second temps, j'espère, mais pour l'instant, on a du mal à le voir. Alors, on peut comprendre, hein, ce tâtonnement entre sauver le club ou alors voir sur le plus long terme. Mais moi, je regrette un petit peu que l'été dernier ait été très très mal géré en termes de mercato notamment. Et qu'il n'y ait pas un projet qui soit mis en place depuis plus longtemps. Et tu parlais par exemple de Stéphane, c'est vrai que c'était une bonne idée, mais malheureusement, il a été licencié juste après avoir pris Eric Roy. Et puis rien ne nous dit qu'il aurait accepté non plus. Le poste, hein, surtout en plein milieu de saison, je suis pas sûr. Lui, c'est plutôt après avoir été licencié, c'est plutôt lui, je pense, pour le coup, un homme de projet. Je pense pas que ce soit vraiment un pompier. Cet été. D'ailleurs, Monsieur Stéphane, Monsieur Stéphane, tu parlais de projet. On est dans un mini championnat là, donc à 7 équipes avec 4 descentes. Et quand on regarde tout ça, on se dit qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui ressort et qui travaille bien. Toute panique un peu, hein. Montpellier a changé son entraîneur, Troyes a changé son entraîneur, Strasbourg a changé son entraîneur. Ensuite on a Angers qui est à la dérive, et Auxerre qui a changé son entraîneur, et Ajaccio qui a fait un début de saison qui était plutôt intéressant, et là qui commence à marquer le pas un peu fortement. Donc on est vraiment tous dans le même bateau à ce niveau-là, et c'est Brest qui a la meilleure série en cours. Je pense que c'est Brest qui a
qui a comment dirais-je, le vent en poupe, on va dire. Donc c'est au meilleur des moments, hein, finalement, quand on est revenu de la trêve internationale. On se disait qu'on avait pris du retard avec cette trêve internationale, ce changement d'entraîneur juste après, mais au final tout le monde l'a fait. Il n'y a pas une équipe pour attraper l'autre et il n'y a pas une équipe là-dedans qui travaille mieux que l'autre. Reims quand même. Reims qui a décidé de garder Will Steele et qui a viré son entraîneur et qui aujourd'hui se retrouve avant la Oui, trêve, qui a maintenu Will Steele qui était dans notre championnat avant la trêve et qui en est sorti parce que ça se passe plutôt bien. Effectivement, ouais, tu as raison de dire ça. Mais là, c'est vrai que Brest, Montpellier, Troyes, Strasbourg, Ajaccio, Auxerre et à moindre mesure Angers, c'est vraiment du sauf qui peut, quoi. C'est la panique. C'est la panique. Mais dans ce malheur, Brest est l'équipe qui s'en sort presque le mieux, hein, avec, donc on en a parlé, des belles performances, des points acquis surtout, des matchs sans défaite, une série qui s'est créée depuis l'arrivée de Eric Roy, hein, vaincu depuis évidemment 11 ans en Ligue 1. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a vraiment à la fois les prestations qui sont encourageantes, mais surtout face à des adversaires qui sont quand même assez qualitatifs, hein, le nul contre Lille, le nul qui apparaît comme un excellent nul pris à Toulouse. Et il y a surtout quelques matchs où il y a même des regrets, hein, même Toulouse, Lens, c'est des matchs où on peut avoir des regrets. Lyon, il y a eu des occasions, même si Marco Bizotte a fait le taf de son côté. Donc vraiment c'est un mix entre résultats et prestations, progression de l'équipe. On sent des joueurs qui sont davantage concernés, on sent des joueurs qui progressent, qui même montrent un niveau qu'ils n'ont jamais montré depuis leur arrivée à Brest. Je pense à Jérémy Ledoiron par exemple, Christophe Herrel, Franck Honora qui retrouve sa patte droite et son activité côté droit, et des recrues aussi qui montrent, alors la principale on va dire c'est Kenny Lala qui montre un niveau de jeu très haut et qui s'est très rapidement mis au niveau, hein. Je trouve que c'est en progrès sur les matchs qu'il a pu faire, parce que je l'avais trouvé peut-être un petit peu timide, et c'est logique sur les toutes premières prestations qu'il avait pu faire avec Brest, même à Avranches, etc. Et là, contre Lyon et contre Lens, je l'ai trouvé vraiment très bon. Et je pense que c'est une vraie plus-value pour cette équipe qui avait des latéraux qui étaient défaillants. Alors locaux, on verra ce que ça donne, puisque pour l'instant, on ne le connaît pas. Mais en tout cas, à droite, je pense que c'est une bonne doublure à Fadiga, une doublure assez complémentaire. Je vois un Kenny Lala qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus sûr, je pense, défensivement, que ne l'est Noah Fadiga. Peut-être que celui-ci pourrait s'en inspirer d'ailleurs et progresser à ses côtés. Mais c'est intéressant de l'avoir pris assez tôt. Tu vois, on parlait tout à l'heure des entraîneurs qui étaient arrivés avant la trêve ou après. Bah là, lui, il est arrivé assez tôt. Là, je pense qu'il a été annoncé. Enfin, c'était un peu une surprise au moment de la Coupe. Fin décembre, hein, si je dis pas de bêtises. Même avant, je pense, non. On va vérifier, mais je crois qu'il est arrivé finalement assez tôt. Bah, il devait être. Le 6 n'était pas qualifié pour Monaco, non? Le 6 décembre, il arrive à Brest. Ah oui, parce qu'il ne pouvait pas être homologué dans le... Voilà, c'est ça. Pas du transfert, pardon. Donc ça fait quand même presque... Bah, ça fait plus de 2 mois qu'il est là. Mine de rien, ça fait une bonne préparation. Il est là, et là qu'il est là, et on voit les résultats de tout ça. Donc c'est intéressant. En tout cas, de ce point de vue-là, je suis très satisfait de ce recrutement pour l'instant. Et ça s'est plutôt bien boutiqué, puisque c'est à peu près dans ce timing que Noah Fadiga s'est blessé, donc finalement il n'y a pas eu de concurrence entre guillemets, et il a pu montrer qu'il était pour l'instant en tout cas supérieur à son adversaire direct. Donc voilà, c'est sympa. J'imagine que tu as le même avis, hein, sur la recrue Kenny Lala. C'est à la fois de l'expérience, mais c'est aussi il a un style de jeu qui est assez jeune finalement, hein, beaucoup de dépenses d'énergie, beaucoup d'appels vers l'avant, et un peu de... Bon, des fois il se retrouve ailier gauche, c'est un peu bizarre, on ne sait pas trop pourquoi. Mais il court un peu partout, tout en étant assez sûr, et effectivement pas mal d'expérience à ce poste-là, où pour le coup Noah Fadiga n'en avait aucune en Ligue 1. Et surtout il y a une alchimie qui est intéressante avec Franck Honora, un côté droit qui marche vraiment plutôt très très bien, et qui est un vrai côté droit de Ligue 1, quoi. Il n'y a pas vraiment de maillon faible, il y a 2 bons joueurs de Ligue 1, et ça apparaît comme le côté fort, hein, du Stade brestois, en tout cas je pense ces derniers matchs. Ken, tu es d'accord? Totalement d'accord. Maintenant,
faut quand même rappeler qu'on est sur un mouvement collectif. C'est bien de faire ressortir des individualités. C'est sûr qu'Kenny Lala apporte quelque chose à cette défense, mais c'est aussi parce que la défense centrale trouve des nouvelles couleurs. Et ça, peut-être, c'est le changement le plus marquant sur les performances individuelles, à mon sens. Tout à fait. On retrouve on trouve un Christophe Herrel. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est une surprise, parce qu'on en discutait notamment avec Sky. Christophe Herrel, niçois de naissance, un entraîneur lui-même fortement supporter de Nice. C'était sûr que ça allait marcher. C'était sûr que Eric Roy allait lui faire confiance. Maintenant, vous le savez très bien, je suis très critique de Christophe Herrel, que ce soit l'attitude ou les performances, mais aujourd'hui, j'ai aucune difficulté à dire que pour moi, c'est le meilleur défenseur à Brest aujourd'hui. Parce qu'il est concerné, parce qu'il y a quelqu'un qui le motive. Et à partir de là, c'est plus simple d'aligner toute ta défense et nécessairement tout le groupe. On le ressent, tu disais, on a pris 2 buts en 4 matchs. C'est pas arrivé depuis, je sais pas, la Ligue 2. 2 buts en 5 matchs même, mon cher Yann. Un à Toulouse, Oui. un à Lens, et on peut presque même considérer que ce sont 2 buts sur coup de pied arrêté, puisque ce sont 2 buts sur des corners joués, on va dire, à la rémoise, hein, donc 2 buts tout à fait évitables. Ceci étant, on a quand même un Marco Visot qui fait le taf dans les buts, donc évidemment c'est important, c'est nécessaire d'avoir un très bon gardien pour se maintenir, donc pourvu que ça dure. On espère que la petite bévue qu'il nous a offert contre Lens, hein, en tout cas c'est pas moi qui ira lui jeter la pierre, hein, vu le nombre de points qu'il a pu en tout cas nous sauver pour l'instant, et cette parade contre Kevin Gamero, on y pense régulièrement. Oui, et même contre Lens, il fait un gros match. Le seul bémol que je mettrais, c'est que bon, cette erreur-là, il l'a fait contre Lens, mais ça fait un mois où il nous fait peut-être 1 ou 2 fois par match ce genre de séquence où il sort sur un corner au pied. C'est très nouveau, je ne sais pas si c'est lié à l'arrivée du nouvel entraîneur des gardiens, mais c'était évident qu'il y aurait un moment où on serait à voir à cause de ça. Pour moi, c'est pas du tout orthodoxe et je suis pas convaincu que ce soit très efficace. Mais bon, il sait sans doute mieux que moi. Mais voilà, on va pas lui jeter la pierre, effectivement. Personne ne lui jette la pierre, que ce soit Non, il sur a ce fait match gagner ou tellement sur de le début de points. saison. Non, d'ailleurs j'en ai pas vu sur Twitter non plus, enfin, sur les réseaux sociaux, même en discutant avec certains suiveurs du Stade Brestois, personne n'est là pour lui jeter la pierre. Évidemment il y a des regrets, hein, c'est dommage d'avoir fait cette bévue, mais je pense que l'équilibre, la balance entre les points qu'il nous a ramenés et les points qu'il nous a fait perdre est complètement à son avantage. Donc clairement il n'y a pas de... Ici on lui chiera pas dessus. Déjà parce qu'il nous défonce s'il veut. Quelqu'un d'autre qui nous fait gagner beaucoup de points en ce moment et qui, lui, je pense, ne nous casse pas la gueule, c'est Franck Honora. Et tu l'as évoqué rapidement, mais moi, ce que j'apprécie dans la transformation de Franck Honora, c'est aussi l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on a arrêté d'essayer de vouloir le mettre face au but, d'en faire un buteur. On est revenu à ses qualités primaires, c'est-à-dire centrer, centrer, centrer. C'est basique, c'est rudimentaire. Mais quand tu as Steve Mounier devant et Franck Honora sur le côté, c'est incompréhensible qu'on ait passé 6 mois sans jouer cette carte-là. Il y a eu la période aussi où Steve Mounier ne jouait pas avec Michel Derzakarian. Pendant très longtemps, Oui, mais... il était sur la touche, ou il était blessé, ou il voulait pas jouer, on n'a jamais trop su. Mais on s'est privé un peu de cette opportunité-là, et de toute manière, Honora, il n'était pas dedans sur le début de saison. Et même lui, il a dit que le non-transfert l'avait un peu pesé sur le système. Bon, ça a pris quand même pas mal de temps pour être avalé. Bon, maintenant que c'est revenu, on est content, quoi. Clairement, c'est aussi un atout précieux pour marquer des buts, et c'est important de marquer des buts, puisque c'était l'un des soucis aussi depuis le début de saison, hein, c'est qu'on avait du mal à marquer des buts. Et là, plus que marquer des buts, on se crée pas mal d'occasions. Donc généralement, les buts vont avec les occasions. Même contre Angers, on a un peu surperformé à ce niveau-là, beaucoup d'efficacité face à une équipe de Angers aussi qui offre les situations. Mais c'est quand même c'est bien et c'est encourageant pour la fin de saison. C'est l'un des nombreux points positifs, on va dire, qui nous font dire qu'il y a de l'espoir pour cette fin de saison. Oui, pour finir sur Franck Honora, je vais être peut-être un peu mauvaise langue, mais il ne faut pas négliger ça. Le fait d'avoir signé un nouveau contrat, ça peut peut-être jouer aussi sur l'implication, une petite revalorisation salariale. Bon, voilà. Peut-être on va passer sur la fin de saison, puisque tu l'évoquais. Au-delà des occasions que tu évoques, il y a quand même une constance sur ce début de saison, et ça s'est confirmé avec Eric Roy, c'est qu'on marque sur coup de pied arrêté. Donc je me dis que même si on a de nouveau un creux où on produit moins,
on a toujours cette force-là. Et ça, c'est pas le cas de toutes les équipes. Tu vois, une équipe comme 3, quand ça va pas, il n'y a rien pour les sauver. Nous, on a au moins ça. Et bah ça me revient à Franco Nora, mais on a un excellent tireur de coup de pied arrêté aussi, ce qui aide. Vraiment une technique de frappe qui est, je pense, parmi les meilleurs en Ligue 1. De toute façon, c'est comme s'il centrait. Hein. Finalement, les coups de pied arrêtés qu'il fait, ce sont des centres très forts, tendus, dans la bonne zone à chaque fois. Et même Kenny Lala, quand Nora est sorti à la mi-temps contre Lens, l'a plutôt bien remplacé à ce niveau-là. Donc c'était plutôt effectivement une arme supplémentaire avec des joueurs comme RL, Dari, Le Doiron, Mounier. Bon, ça culmine quoi, à plus d'un mètre 85 par tête. Donc effectivement, ça fait pas mal d'armes maintenant. Franche, est-ce que par rapport au maintien, c'est bon, on connaît ton optimisme légendaire, hein, les gens ne le découvrent plus. Quel est ton avis? Est-ce que tu crois au maintien? Oui, je pense. Est-ce que tu crois très fortement au maintien? À toi de me le dire. Le maintien, comme je te le disais dimanche, on est vivant. On est vivant, je pense que de toute manière, on est en tête d'un peloton là, qui va se battre pour le maintien, parce que Nantes a déjà 5 points d'avance sur nous, et je pense que le FC Nantes a une équipe largement suffisamment qualitative pour ne pas se battre pour le maintien toute l'année. Donc entre la 14e et la 20e place, tout est jouable. Je pense également 19e, qu'Angers... 14e et 19e place peut-être. Entre la 14e et la 20e, il y a tout le monde peut à peu près. Ouais, 19e, ouais, Angers, enfin, j'en sais rien, il suffit de gagner 2 matchs, 2 concurrents directs et tu remontes. On va mettre Angers dans la charrette. Auxerre, ça risque d'être compliqué aussi parce qu'en plus, je trouve qu'ils font n'importe quoi en interne, en virant un peu tout le monde. Voilà. Après, ça va jouer entre Brest, Montpellier, Troyes, Strasbourg et Ajaccio. Est-ce que j'y crois? Oui, dans la mesure où tu l'as dit tout à l'heure, la dynamique est bonne, la dynamique est pour nous. Il vaut mieux avoir la dynamique brestoise que la dynamique montpelliéraine ou troyenne. À terme, ce qui me dérange un petit peu, c'est que je pense qu'intrinsèquement, Montpellier et Strasbourg sont des équipes qui sont bien supérieures à nous. On n'a pas de Savanier, on n'a pas de Mavidi, on n'a pas de Wai. On n'a pas certains joueurs de Strasbourg qui nous feraient du bien. Après, on a vu des équipes, on disait pareil l'année dernière pour Saint-Etienne et Bordeaux, ça va pas descendre, ils ont des bons joueurs et finalement, ils n'avaient pas des si bons joueurs de ça puisqu'ils sont descendus et on voit bien Saint-Etienne cette année. C'est encore très compliqué en Ligue 2. La question est, est-ce qu'on va réussir à garder cette efficacité défensive qui est quelque chose de nouvelle pour nous ou est-ce qu'on va retomber dans nos travers? Si on arrive à garder cette efficacité et à jouer... moi, ce qui m'a beaucoup marqué contre Lens, c'est que c'était une équipe, Lens, qui joue très bien, mais qui aussi joue avec beaucoup d'impact, beaucoup de physique, qui va vraiment très fort dans les duels et on a su répondre à cet impact. On ne s'est pas fait marcher dessus, alors on n'avait pas beaucoup le ballon, mais pour autant, Lens, sauf après l'ouverture du score, Lens ne s'est pas montré extrêmement dangereux sur nos buts. Donc si on arrive à garder cet aspect hermétique de notre défense, on pourra y croire. Après, voilà, tout va être aussi, tout va jouer dans les confrontations directes. Hein. On doit jouer Troyes, on doit jouer Montpellier ce week-end, on va aller à Strasbourg, on va aller à Ajaccio, on va recevoir Auxerre. Bon, si tu arrives à bien gérer ces confrontations directes-là, tu peux t'en sortir en grattant quelques points à droite à gauche. De mémoire, Ajaccio a une fin de calendrier très compliquée, donc Ajaccio ça peut être compliqué pour eux, c'est vraiment difficile pour eux. Mais aujourd'hui, 10 février, je peux pas te dire que pour moi le maintien c'est dans la poche, loin de là. On est en vie, on fera le point dans 8 matchs aux alentours de la 30e journée pour voir comment est-ce qu'on est, mais je sais pas quel est votre avis à vous, en tout cas je suis plus serein évidemment aujourd'hui qu'il y a 2 mois. Mais bon, pour moi, ça va être très 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 chaud jusqu'au bout. Très chaud jusqu'au bout. Je te rejoins et je pense que cette saison, plus encore que les prochaines, c'est vraiment les confrontations directes qui vont faire la différence. C'est pas les exploits par-ci par-là, aller gagner au parc ou je sais pas quoi. Ça va être vraiment les matchs directs. Le match contre Montpellier ce dimanche, première grosse étape, enfin nouvelle grosse étape. Et sur le coup, je rebondis sur ce que tu as dit sur Lens. Je trouve ça très rassurant de voir qu'on a une équipe qui enfin, je pense que c'est la première fois en 3 ans, est limite prête à se battre s'il faut, et à se battre littéralement. C'est-à-dire que excès d'agressivité, sûrement, mais voilà, couteau entre les dents, ça fait bien 3 ans qu'on n'a pas vu ça. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez regardé des extraits de matchs de Montpellier récemment, eux, c'est pas du tout l'état d'esprit. Et dimanche, si on veut leur marcher dessus, alors sauf effet d'erreur d'Akarian côté Montpellier, on va leur marcher dessus. Moi, je suis assez confiant sur ce match.
confiant sur le maintien, oui, mais en étant persuadé qu'on ne sera pas plus haut que la 15e place. En tout cas, le match de dimanche s'annonce particulièrement chaud. J'imagine que. Alors, je sais pas trop, est-ce que si tu es Michel Derzakarian, est-ce que tu insistes. Tu arrives dans ton club, tu es quelqu'un là, dans ton club à Montpellier. Est-ce que tu insistes sur le fait que les gars vont gagner pour moi? Si vous pouvez leur mettre des brins, vous leur mettez des brins. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui n'aiment pas Michel Derzakarian dans notre effectif, mais il y a aussi Michel Derzakarian qui n'aime pas mal de joueurs dans notre effectif. Je pense Je qu'il y a pense que assez. si tu vas à Montpellier dans le simple but de battre Derzakarian, je pense que tu te trompes un peu d'objectif parce que c'est un coup à sortir de ton Non, match. c'est plutôt dans l'autre sens. Est-ce que Derzakarian va appuyer sur le fait que voilà, ça s'est mal passé pour lui à Brest et que Je pense gagner qu'il pour va le moi, faire, quoi, les oui. gars. Je pense qu'il peut le faire, mais après, de toute façon, on va voir. C'est très difficile à dire. C'est vrai que ce changement d'entraîneur, il n'arrive pas au bon moment pour nous, parce que Montpellier, c'était une équipe qui était complètement à la dérive. Ils ont pris 6 à Nice, ils ont perdu contre Strasbourg, ils en ont pris 3 à domicile contre Nantes. C'est vrai que c'était une équipe qui prend aussi beaucoup de cartons rouges. Donc elle est assez imprévisible, mais je pense qu'il actionnera ce levier, c'est sûr, de dire voilà, je vais jouer contre le club qui m'a viré. On est chez nous ici. En plus, lui connaît très bien le club, il connaît quasiment tout son effectif. Il va, je pense, actionner ce levier-là. Et les joueurs ont envie, je pense, de le lui rendre. Alors Brest doit s'attendre à un gros combat. Il faudra être malin. Je pense qu'il faudra être malin, pas tomber dans la provocation, pas tomber dans justement ces attitudes un petit peu montpelliéraines qu'on peut connaître, et faire preuve de beaucoup de sang-froid. Honnêtement, fait. quand on voit l'état de Montpellier ces dernières semaines, il va activer tous les leviers qu'il peut, hein. Parce que Montpellier donc perd contre Strasbourg en étant à 11 pendant 60 minutes, ils n'ont pas eu une occasion, vraiment pas une seule. Contre Auxerre, ils gagnent 2-0, mais c'est un hold-up. Enfin, contre Paris, bon, c'est normal de perdre. Contre Nantes, ils en prennent 3 en se faisant bouffer tout le match. C'est une équipe qui va très 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 mal et qui me fait beaucoup penser au Stade Brestois de la fin de saison avec Dalloglio, où il n'y a rien qui va, où ça dit tout le temps oui, on se remet en question, mais il n'y a rien. Défensivement, ça s'effrite. Le grand talent tend à disparaître. Alors, sous Dalloglio, c'était Fèvre. Là, c'est Savanier qui, tout aussi bon joueur qu'il soit, est de moins en moins visible, de moins en moins présent. Alors, certes, il était blessé ces dernières semaines, mais tous les signaux sont rouges à Montpellier. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut et qu'on doit les battre. Et si on ne les tape pas, c'est inquiétant. Parce qu'il y a aussi pour nous de notre côté le levier match aller. Ah oui. On y était. Ça s'est pas bien passé. Hein, je sais pas si vous vous en souvenez, vous, de votre côté. Yann, Oui, France, les mais auditeurs, ça c'était pas top. Hein. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir un meilleur goal average qu'eux et une meilleure défense. Oui, Largement. Ça, c'est improbable, ça. On est un meilleur goal average qu'eux, alors qu'on a normalement 14 d'écart rien que sur ce match. Je sais pas ce qu'ils ont fichu de leur année. Bah si, je l'ai dit tout à l'heure, ils en ont pris 6 à Montpellier, donc ça calme. Mais je pense que vraiment le match de Montpellier, honnêtement, il n'est pas décisif. Tournant de la il est pas saison déterminant. Mais effectivement, c'est le premier tournant. Pour moi, c'est le premier tournant parce que tu gagnes à Montpellier. Ou en tout cas, surtout ne pas le perdre. Pour pas avoir un adversaire direct, prendre 3 points d'avance. Mais tu gagnes à Montpellier dans la mesure où tu as Strasbourg qui va à Lille, que tu as Ajaccio qui va à Nice et que Angers et Auxerre s'affrontent. Bon, tu peux te dire que tu fais un premier pas en tout cas vers quelque chose qui pourrait te lancer, te poursuivre ta dynamique. Après, on sait qu'on reçoit une équipe de Monaco qui va être très difficile à bouger. Entre 2 tours de Coupe d'Europe néanmoins. Donc, une victoire à Montpellier, je pense que tu te rassures et puis tu fais un pas, tu fais un premier pas pour le maintien, c'est clair. Et après, on a réception de Monaco, déplacement à Lille, déplacement à Strasbourg, où on sait que généralement ça se passe pas du tout très très bien. Ah oui, tu confirmes. Et réception du PSG. Donc il va falloir prendre des puntos à Montpellier. Ouais, c'est ça. C'est En pas plus, sûr oui, qu'on bien en sûr. prenne beaucoup après. Bien sûr. Après, 3, Toulouse, Reims, Nice, c'est un peu plus abordable, Ajaccio. Nantes, Lorient, Auxerre, Clermont, là c'est un peu plus notre catégorie, mais l'idée en fait c'est surtout tu peux perdre, mais continue ta série de progression, on va dire, et montre que tu es toujours vivant, quoi. Perdre, bon, ça peut arriver, hein, on va pas, je pense pas qu'on reste invaincu jusqu'à la fin de saison, mais surtout ne pas prendre un 7-0, quoi. Qui, après un bon début de saison de notre côté, c'était après une victoire assez convaincante à Angers. Alors maintenant, on sait que Angers, c'était pas bon, mais la victoire était quand même assez convaincante. Elle était Et un peu après, tronquée parce qu'en supériorité numérique pendant plus d'une heure aussi, bon, c'est plus et ça venait difficile à aussi après un analyser. bon match contre Marseille.
C'est à très bon match domicile. contre le meilleur de la saison. Donc voilà, là ça nous a cassé un peu les jambes. L'idée c'est pas d'avoir un match de cette facture et pouvoir continuer un peu ne pas perdre confiance, on va dire, en notre football et en ce que le nouvel entraîneur prêche, quoi. Je pense que c'est ça le principal objectif de cette série de 5 matchs là, qui arrive jusqu'à mi-mars. Il est costaud le calendrier de la reprise quand même. Hein. Entre Lyon, Lens, Lille. Ce qui est rejoue surtout à bizarre, Lille. c'est que il y a 2 Lille, il y a Lyon, il y a eu 2 Monaco aussi, 1er janvier et 2 février. Lyon, 28 décembre et 1er février. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Le match contre le PSG, je pense qu'il n'est pas perdu d'avance. Parce que le calendrier du PSG est assez démentiel en ce moment. Et je crois que Brest, j'ai vu passer un truc où on est calé au milieu d'une série. Ils ont Monaco, Bayern, Lille, Marseille, Nantes, Bayern, Brest. Je sais pas ce qu'on fout au milieu de tout ça. Puis après, ça fait Rennes, Lyon, Nice, Lens. Donc c'est un calendrier vraiment dingue. Et ils jouent contre le Bayern 4 jours avant. Ils vont à Munich 4 jours avant de venir à Le Blé. Et ensuite, ils reçoivent Rennes. Donc Ils possible sont qu'on voit une équipe du potentiellement PSG. éliminés, quoi. Ouais, potentiellement éliminé, mais l'équipe du PSG potentiellement en pleine crise aussi. Quand ils sont éliminés de la Coupe d'Europe, derrière, en général, ça part en vrille. Donc, C'est vrai. Et pour une fois, ils sont pas champions, déjà. oui, tout à Donc, fait. on dit pas que c'est gagné non plus, hein, mais c'est pas perdu. Messieurs, peut-être quelque chose à rajouter ou on a fait le tour? Peut-être préciser sur les dernières heures du mercato hivernal. Parce que voilà, on a évoqué Kenny Lala, on n'a pas évoqué le départ d'Islam Slimani. Bon, je pense beaucoup de regrets sur ce qu'il aurait pu apporter, peu de regrets sur ce qu'il a apporté. Et en fait, la question elle est là, est-ce que vous pensez que l'effectif brestois est complet pour finir la saison ou non? Moi, j'ai peut-être un manque devant justement, parce que on n'a pas remplacé Slimani, sauf par Rémi qui arrivera en mars au mieux. Mais sinon, je suis assez content de ce mercato hivernal. On attend de voir ce que Félix Le Maréchal vaut vraiment. Mais sur le papier, c'est bien. En tout cas, il va falloir qu'il rentre sur le terrain avec un petit peu plus d'envie de se bouger que contre Lens, où il s'est fait complètement bouger sur les premières prises de balles, Le Maréchal. C'était assez impressionnant. Je pense que ça lui a fait tout drôle et à mon avis, il va se mettre au niveau. En tout cas, j'espère assez vite. Pour revenir sur Slimani, moi, je l'ai jamais vraiment compris. Enfin, j'ai compris le recrutement, mais jamais trop cru. Et effectivement, je pense qu'il y avait une incompatibilité. Peut-être qu'il sera très bon dans la suite de sa carrière. Mais à Brest, dans ce contexte, ça pouvait pas marcher, je pense. Je te rejoins, Yann, sur l'idée du mercato plutôt intelligent. Là, ça me semble bien. Le Maréchal, on va voir, on ne peut pas juger un joueur qu'on ne connaît pas. Loco, visiblement, c'est plutôt intéressant aussi, je pense, à gauche pour mettre vraiment un spécialiste du poste gaucher. Parce que Brassier n'est pas spécialiste du poste et il dépanne bien. Mais Duverne à droite, bon, dès qu'il doit centrer, c'est compliqué, hein, c'est normal. Donc c'est assez intéressant d'avoir pris 2 latéraux, on avait identifié ces manques-là. Et après, Rémi, bon, il a l'air très sympa, le gars, après avoir physiquement comment il est, mais je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment compter sur lui là maintenant pour nous sauver. C'est vrai que devant. Le prêt de Camblanc, vous en pensez quoi? Moi, je n'attends vraiment rien d'Axel Camblanc maintenant à court terme, mais est-ce que vous pensez que c'est intéressant ou qu'on se démunit un petit peu devant? Intéressant pour lui, pour nous. Après, alors déjà, ce qui est positif, c'est qu'il va être sous les ordres d'un bon entraîneur, hein. Le Mignon, c'est quand même un bon entraîneur qui, je pense, a bonne réputation et fait progresser ses joueurs. Il y a pas mal de joueurs de Concarneau qui sont partis à droite et à gauche et qui font des carrières plutôt sympathiques, notamment en Ligue 2. Le problème, c'est que je pense que Concarneau n'a pas vraiment besoin d'ajouts offensifs, hein, puisque je pense que c'est les points forts, c'est sur les côtés, avec notamment Boutra, il y a des Rabillard, il y a des mecs qui sont très très solides pour le national. Et pas de chance, il arrive dans une équipe un peu en manque de résultats qui roulait sur le national depuis le début de saison. Et là, depuis début décembre, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'espère que voilà, l'état d'esprit général autour de Concarneau ne va pas le faire arriver dans un contexte un peu pas top, quoi. Après, je trouve un peu décevant qu'il soit allé en national. Il aurait peut-être pu trouver quelque chose en Ligue 2, parce que le national, bon, on pourra se préparer à la Ligue 1, c'est quand même pas dingue, quoi.
Oui, d'autant plus que, voilà, comme Quentin l'a dit, il n'est pas titulaire indiscutable, en tout cas, il part pas titulaire, il devrait gagner sa place. Maintenant, je suis d'accord, c'est une bonne opportunité pour lui, ça reste pas très loin de chez lui, donc c'est pas non plus le grand saut. Et en termes d'effectifs purs, alors je sais pas s'il aurait eu beaucoup de temps de jeu, et au-delà de ça, je trouve que c'est pas la seule solution, parce que c'est quelqu'un qui m'a agréablement surpris ces quelques minutes ces derniers matchs, c'est Thierry Carconte, j'en attendais vraiment Oui. rien. Mais les quelques fois où on l'a vu rentrer, c'est bien dans l'attitude, c'est bien dans les capacités physiques et même techniquement, tactiquement, c'est pas mal. Et c'est, alors je suis peut-être pas neutre, mais pour moi c'est mieux que Dembélé par exemple. Peut-être au Complètement moins, oublié Dembélé. tu m'étonnes. Et peut-être au moins aussi bien que Camblanc pour l'instant. Avec Dembélé, plus d'expérience, c'est normal. Depuis l'arrivée d'Eric Roy, et Dembélé, il joue plus du tout. Il est entré contre Avranches, après, je Ouais. crois, peut-être contre Toulouse. Je pense il a été jeté dans le grand bain un peu trop tôt aussi, Dembélé. Pas certain que la Ligue 1. Peut-être qu'un prêt lui aurait fait du bien également. Après, je t'avoue, je suis pas sûr que ce soit un joueur professionnel de football, quoi. Ah oui, non, bah. Je, Pourtant, je crois- je sais pas trop quel est le projet. Je suis pas sûr que. Enfin, il a un profil un peu personnel, mais en même temps, il peut pas trop éliminer les mecs. Il n'a Donc, pas la capacité je- d'élimination de toute façon. Ouais, je sais pas trop quelles sont ses qualités. Bon, c'est un bon dribbleur, mais tout seul, quoi. Après, on peut pas non plus l'enterrer Non, tout bah, de suite. après, Peut-être qu'il va c'est- progresser. De toute façon, c'est gratuit, donc les risques étaient Bien sûr. tout à fait minimes. Je suis d'accord avec toi sur Arconte. J'ai plutôt bien aimé. Moi, je pense que si il a 15-20 minutes par match de ici et là, je pense qu'il y a moyen qu'il mette 2-3 buts d'ici la fin de saison. Et Et, si c'était lui? Et si c'était lui qui nous offrait le maintien à la 38e journée? Lui ou Albert Ellis, par exemple, Albert Ellis, que j'ai trouvé très Remuant. volontaire. remuant, notre ami hondurien. Euh, bon, au niveau du mercato, moi, les noms me posent pas problème. C'est plutôt les prix. indemnités Ouais. que j'ai Surtout du une. mal à comprendre. Rien contre Albert Ellis, mais je mettrai jamais 5,5 millions sur lui pour un prêt, voire plus. Et j'ai du mal à trop comprendre ce qu'on est en train de faire au niveau mercato, parce que Il y a donc, Camara si on aussi. prend Madi Camara, Bradley Loco et Albert Ellis, qui vraisemblablement ont des clauses qui font que le prêt va se transformer en transfert définitif en cas de maintien, je pense qu'on est autour des 10 millions d'euros déjà dépensés. Donc le mercato Euh, est fini pour l'année prochaine. Ouais, alors je sais pas déjà si le chèque du mercato estival aurait été de 10 millions d'euros, mais ça va, j'imagine, obliger le Stade Brestois à vendre un très bon joueur, donc j'imagine Honora. Je pense que c'est aussi un des accords tacites qui a été passé entre lui et la direction pendant. Enfin, tu prolonges, mais on va dire que s'il y a une bonne offre qui arrive, on ne te retiendra pas comme l'année dernière. Et ça avait plutôt l'impression de faire panic buy, moi, pour les dernières heures du mercato, avec on n'a pas grand chose, il faut vraiment qu'on aille chercher quelque chose, donc pour que nos offres soient acceptées, on va ajouter une option d'achat obligatoire à plusieurs millions d'euros pour attirer les joueurs. J'ai pas trouvé ça très très pertinent. Au pire, tu mets une option d'achat, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais pas nécessairement obligatoire en cas de maintien, quoi, parce que je pense qu'on a davantage de postes auxquels on a besoin de se renforcer, et je sais, alors j'imagine qu'on va toucher davantage d'argent si jamais on venait à se maintenir, parce que la Ligue 1 sera à 18 et donc les sous de 20 vont devenir les sous de 18, mais on a quand même beaucoup de postes où on a quand même besoin de se renforcer assez fortement, parce que l'année prochaine il y aura 2 descentes et un barragiste, mais ce sera à 18. Donc effectivement le niveau moyen sera beaucoup plus élevé, et nous de notre côté il faudra augmenter et progresser sur toutes les lignes, notamment au milieu de terrain, où je trouve qu'il y a quand même beaucoup de lacunes, beaucoup de profils qui manquent, et d'ailleurs c'est ce qui manque, je pense,
on n'est pas très très loin d'avoir une bonne équipe de Ligue 1, mais il faut du talent, quoi, notamment au milieu de terrain. Quelqu'un pour faire le lien entre défense et attaque. Pérez Melou est un peu bas et un peu lent, je pense, pour le faire. Alors apparemment, on nous dit que Yanga Mbok est le meilleur 6 passé par Caen depuis N'Golo Kanté. Je sais pas si c'est toi qui m'avait envoyé ça, enfin qui nous avait envoyé ça, Franche, hein, si je dis pas de bêtises. Je veux pas casser l'ambiance, mais le tweet en question, c'était depuis Nicolas Sub, pas depuis N'Golo Kanté. Ça change. Bah c'est la même chose. Sub Kanté, c'est à peu près la même. C'est Une période, 2012-2013, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai vu des gars qui disaient qu'ils préféraient garder Mbok et perdre 2 Minguet. Donc, c'est Bah après, le taf, là-bas. j'avoue que je regarde pas Caen, hein, donc je peux pas non plus me prononcer sur leurs avis. De toute façon, on aura le temps de faire un Mbok a le- podcast mercato de l'année prochaine. Tout à fait, Mbok a le profil, Putain. si jamais il arrive à passer le palier, il a tout pour être un bon milieu de terrain de Ligue 1, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, le palier, il faut qu'il le passe, et ce serait clairement une valeur ajoutée à notre effectif parce qu'on n'a pas de profil Mbok, quelqu'un qui peut, au milieu de terrain, casser les lignes en prenant le ballon et en dribblant un joueur et en apportant la supériorité numérique devant, ça personne ne le fait. Camara c'est difficile, Aris Belkebla c'est pas son poste, c'est pas son rôle. Donc il le fait parce qu'on le met là, mais c'est Et pas. il va partir de toute façon. Vraisemblablement oui. Donc voilà, Il devrait partir. beaucoup de postes auxquels on doit encore se renforcer et avec toutes ces obligations d'achat, je sais pas trop avec quel argent ça va être fait. Et j'ai aussi un petit souci avec le profil des recrues qui est très franco-français. Là où par exemple des équipes, des clubs comme le Stade de Reims s'achètent à droite et à gauche. Voilà, je sais Je pense qu'ils pas ont essayé trop avec ce qu'on regarde. Eurolen déjà, ils ont vu que c'était planté. À mon avis, on n'est pas prêt de revoir du finlandais ou Je sens que ça va être très conservateur comme mercato l'été prochain. Mais bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en Tout à reparler fait. plus tard. Yann, tu dois nous quitter de toute façon, tu disais. Oui, je vais recruter le prochain joueur estonien, justement. On va D'accord. recruter. Vas-y. C'est pour ça. Vas-y. Non, il n'y a pas de souci, Supervision. c'est pour une bonne cause. Mais Vas-y. joueurs qui, on l'espère, jouera en Ligue 1, parce que là, on parle effectivement du mercato prochain, mais c'est toute la tendance, c'est tout l'esprit du club. C'est aussi pour ça qu'on a choisi Eric Roy. La seule priorité, c'est les 3-4 prochains mois. Après, on réfléchira à plus long terme, mais pour l'instant, je pense que tout le monde au niveau du club ne pense qu'à court terme, et je vais peut-être faire l'erreur de faire comme eux. Oui. Le maintien, après on verra. Je pense que c'est une erreur sur le. À terme, c'est une erreur. De toute façon, je pense qu'on n'est pas forcément dans la bonne voie là. À réagir comme ça. On part au plus pressé, ça se comprend, mais c'est parce on paye nos erreurs en fait. Et c'est pas Eric Roy et les gens qui sont, enfin lui qui est en place maintenant qui en est la raison du tout. Mais je pense que ce sont les mauvais choix des mois précédents qui risquent à terme de nous coûter assez cher. On verra ça, on aura Tout à fait. l'occasion d'en discuter. Mais pour l'instant, on va se laisser, on va se dire un bon week-end. Un bon bon week-end match. avec un match qui s'annonce intéressant. Fanche, à la prochaine, Yann également. Et sur ce, on va se quitter. Allez, Brest, bien sûr. Et allez Brest, bonne suite de saison à tous.